tu veux être coiffeur, mais tu dois être le meilleur de coiffeurs. Tu dois devenir le coiffeur du roi. On ne gagne pas à être dans la moyenne. Grand-père a appris à ne pas annoncer les grands coups. Là, si ce coup, je ne vais pas manquer de vigilance. Le premier gros challenge, c'est de convaincre mon père de ne pas finir l'expertise comptable. Le second plus gros, il fallait démanteler un réseau. C'était difficile. Pause. Est-ce que c'était comme dans les films? Dans notre monde actuel, si tu n'es pas créatif, tu n'avances pas. Sors de ta zone de confort parce qu'on ne grandit pas en restant dans sa zone de confort. Et deux, investis en toi-même. Personne ne peut le faire mieux que toi. Si tu es moyen, tu n'auras pas les moyens. Il y a des métiers dont on parle peu, mais sans lesquels rien ne tient debout. Aujourd'hui, on découvre le parcours de David Fourier, professionnel de la finance et de la gestion des risques. Il évolue dans les coulisses des institutions, là où la rigueur, la stratégie et l'anticipation font toute la différence. Responsable de l'audit interne, il contribue à garantir la sécurité, la confiance et la solidité des systèmes financiers. Entre cybersécurité, lutte contre la fraude et la transmission de son savoir à travers son mentorat, son parcours incarne une vision moderne de l'expertise. Maîtriser le présent tout en préparant l'avenir. Voici l'histoire de David Fourier. Monsieur David Fourier, comment allez-vous? Je vais très bien et content d'être avec vous. Nous sommes très heureux de vous avoir sur notre plateau aujourd'hui. C'est un grand honneur pour nous. C'est un plaisir pour moi. Alors, monsieur David Fourier, qui êtes-vous? Là, je viens de faire votre présentation, mais présentez-vous à tout le monde. Moi, je suis un homme du peuple. Je pense que c'est la présentation la plus simple qu'on puisse avoir. Oui, comme tu l'as dit, on peut se tutoyer. Il n'y a pas de souci. Très bien, donc je me nomme David Fourier. Je suis responsable audit interne. Qui suis-je? Je pense que tu l'as très bien résumé, c'est pour ça que je manque de mots en réalité. Donc, je oscille entre finance, management des risques. Et donc, dans la catégorie management des risques, je me suis un peu amusé. Donc, j'ai titillé la fraude, la conformité, donc tout ce qui est lutte contre le blanchiment des capitaux, financement du terrorisme, la cybersécurité, la protection des données à caractère personnel et l'audit financier, tout ce qui est vérification de chiffres de façon générale. Ok. Là, on a un très beau parcours, un très gros CV, comme on dit dans le domaine. Alors, monsieur David Fourier, bon, je vais rentrer directement dans le tas, je vais taper fort en même temps. Quel a été votre plus gros challenge dans votre métier? Alors, question difficile, parce qu'en réalité... On commence fort en même temps. J'en ai eu deux. Ok. Deux dans mon métier qui sont corollaires, on va dire. Le premier gros challenge, c'est de convaincre mon père de ne pas finir l'expertise comptable. Ok. Racontez-nous, dites-nous en plus. Histoire assez comique, hein. Je pense que beaucoup de jeunes talents africains rencontrent par moments ce challenge-là. Vous savez, moi, j'ai commencé post-bac scientifique en expertise comptable. Français, je précise, parce qu'il y en a plusieurs cursus. Oui, effectivement. L'expertise comptable français. Et très tôt, je me suis passionné pour le droit. Ok, je vois. Donc après l'obtention de la licence, discussion père-fils, je dis papa, moi j'ai envie de faire du droit. Ok. Papa, il était comptable de base, c'est te dire. Donc expert comptable, pour lui, c'est la marche à suivre. La marche à suivre, l'objectif à atteindre. Vous êtes censé emboîter le pas. C'est ça. Et moi, je voulais pas finir expert comptable, je voulais faire mon droit. Mais Nani, il avait d'autres projets pour moi et le premier gros challenge, c'était ça. Il fallait le convaincre de ne pas exercer en tant qu'expert comptable, préférer une carrière de juriste, mais je pense que la négociation s'est pas très bien passée. La preuve, je suis en face de vous et je suis pas comptable, je suis pas juriste non plus. Mais c'était ça. Ça, c'était le premier gros challenge. Ensuite, le second plus gros, je pense que c'est sur un cas d'investigation. Il fallait démanteler un réseau. C'était difficile, c'était pas... Pause. Moi, j'ai une question. Est-ce que c'était comme dans les films ou bien... On n'est pas très loin des films en réalité. Lorsque vous êtes responsable des enquêtes, des investigations, jeune, dans mon contexte, avec la culture africaine qui est très portée sur... Rappelez-nous, pendant cette période, vous avez
quel âge à peu près? Une tranche d'âge? On veut pas l'âge exact. Bon, on va dire que je frôlais entre 20 et 25 ans. Hein. La jeunesse dorée du pays. C'est ça, c'est ça. Donc, relativement très jeune. Pas beaucoup d'expérience. J'étais pas très sage, j'avoue. J'étais pas très sage dans cette période. Ce qui faisait que je tapais dans le tas. Ok. Là où il fallait jouer finesse, il fallait jouer un peu stratégie. Moi, j'avais la fougue. Je voulais taper dans le fourmilier. C'était pas aisé. Mais c'était l'un de mes plus gros challenges professionnels. C'est-à-dire arriver en fait à emboîter des connaissances techniques d'audit de base. Ok. Avec des techniques d'investigation, notamment sur la recherche de fraude, mais dans le contexte particulier dans lequel on travaille, avec les moyens de bord. Travailler ici dans l'investigation, c'est pas comme dans les pays développés. Il nous manque pas mal de choses. On n'a pas de base de données consolidée, par exemple. C'est vrai que niveau data, c'est pas mal. Non, niveau data, on a encore du chemin, même si on a fait beaucoup de progrès ces dernières années, notamment dans le corpus réglementaire. On a fait beaucoup d'efforts, mais sur le papier, il y a 5 ans, c'était pas aisé. C'était mon plus gros challenge, je pense. Après, celui de mon père. D'accord. Du coup, au final, je récapitule. Votre plus gros challenge, pour commencer, c'était convaincre votre père. Oui, je suis pas arrivé. Mais bon, vous vous en sortez bien. Ça va, on se plaint pas trop. Okay. Je pense qu'il est pas mal fier, ça peut aller. Je pense qu'il a de quoi. Enfin, je pense qu'il a de quoi être fier. En tout cas, on lui passe le coucou s'il nous regarde. Ah, il nous le dira un jour, je pense. Je sais pas. Je pense pas qu'il va regarder, mais bon. Peut-être bien un jour. Votre deuxième plus gros challenge, c'était d'appliquer vos connaissances sur le marché, sur le terrain africain. Entre théorie et pratique. Il peut y avoir un fossé, le gap est vite remarquable. Hein. Je vois. Donc oui, c'était un plus gros challenge. Alors, en dehors de votre domaine financier, d'expert dans la cybersécurité, est-ce que vous voulez bien nous parler d'autres activités que vous menez? Bon, déjà, expert, pour moi, c'est un gros mot. On est tous appelés... Par rapport à moi, vous êtes un expert. Oui, bon, c'est relatif, je trouve. J'aime beaucoup tout ce qui est attrait à la fraude. Et justement, pour faire le parallèle avec le droit, c'est pourquoi je trouve que sur le premier challenge, je suis pas sûr que j'ai réussi, mais en même temps, j'ai trouvé la façon de concilier les deux. Okay. Parce que entre comptabilité, finance, audit et le droit, il fallait trouver une passerelle. Oui. Pour moi, il était hors de question, après un Master 2, de recommencer à zéro pour dire je fais... une autre. Ouais, non, du droit, non. Mais ma passion pour le droit existe et n'allait pas changer. Okay. Donc, je me suis renseigné. Je lui dis, mais David, qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire, tu peux pas dire non à ton père et ne pas faire quelque chose d'autre aussi. Tu veux pas recommencer à zéro, malgré ta passion et ton amour pour la chose. Donc, je me suis dit, bon, ok, l'intervalle entre les deux, c'est la fraude. Parce que dans la fraude, il y a beaucoup de droits. Oui, effectivement. Il y a beaucoup de droits entre les schémas comptables de fraude, la déontologie, le droit. Donc, on a quand même beaucoup de corpus juridiques. Donc, j'ai trouvé mon bonheur. Donc, j'ai commencé par là. Et ensuite, dans la fraude, je me suis rendu compte, fraude aujourd'hui, avec l'évolution technologique, je ne peux pas rester calqué uniquement sur la fraude. On ne parle pas de quelqu'un qui ouvre le tiroir caisse et sort un peu d'argent. Hein. Donc, on a dépassé un peu ce stade. On est allé vers des schémas un peu plus complexes, un peu plus sophistiqués. Là, on parle de crime en col blanc, quoi. Oui, exactement. White collar crime, c'est exactement ça. Donc, j'ai trouvé la passerelle, donc fraude. Ensuite, je me dis, il faut que je regarde quand même le système d'information. Donc, je pitch sur la cybersécurité. Et là, je regarde, je dis, oui, cybersécurité, aujourd'hui, la matière, si tu veux, c'est l'information. Donc, protection des données à caractère personnel. Donc, tout ça, il y a la conformité qui danse un peu, la samba entre les deux. C'est super. Donc, un peu, on va dire, j'ai essayé de faire un peu le tour de l'audit. Aujourd'hui, je m'intéresse énormément à tout ce qui est audit des systèmes d'information. Parce qu'aujourd'hui, on peut plus. On peut plus se contenter de, oui, j'ai regardé les chiffres, le comptable a déclaré tel. Non, c'est plus suffisant. Si tu ne veux pas être largué, il faut se documenter. Donc, est-ce que ta passion pour le droit à l'époque, ça venait du fait que toi aussi, tu aies regardé la série Suits? Qui n'a pas regardé Suite. D'accord. Pas regardé Suite. Par contre, j'ai découvert Suite après mon amour pour le droit. J'ai déclaré ma flamme au droit
avant de connaître Suite. Et quand j'ai découvert Suite, je me suis dit, Du coup, team Harvey Specter ou bien team Mike Ross? Je sais pas le génie de Mike Ross, donc on va dire Harvey Specter. Avec D'accord. un soupçon d'ego, tu vois. Je vois. Je suis pas vigilant, moi. Je suis pas vigilant. Si tu devais expliquer ton métier à quelqu'un dans la rue en à peu près 3 lignes, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, si je devais expliquer mon métier à quelqu'un dans la rue en 3 lignes, short. Bon, je pense que je vais utiliser une caricature que j'aime pas beaucoup. Hein. Je pense que je vais dire... Vas-y. Bon flic, mauvais flic. Ok, je vois. Alors, la partie flic, parce que bon, dans mon job, ton rôle, c'est de regarder si les gens respectent ce qui a été établi. Ok. On te demande de faire quelque chose de cette façon-là. Est-ce que tu l'as fait comme ça? Ok. Ce qui te donne naturellement cette appréhension de flic. Donc, les gens t'aiment pas beaucoup. Hein. Ok. Je veux dire, tu viens... Non. Personne n'aime les flics. Oui, donc c'est ça. Mais je dis bon flic, mauvais flic dans le sens où on a un rôle de pédagogue. C'est-à-dire, l'objectif n'est pas de venir de dire à la personne, oui, mais en fait, non, tu fais mal ton travail, tu sais pas faire. Non. Ok. Quand tu arrives pour auditer quelqu'un, de base, tu connais pas plus que la personne qui est sur le terrain. Moi, c'est mon point de vue. Ok. Donc, j'apprends de la personne et je lui dis, mais écoute, très franchement, tu fais du bon travail. Donc, l'aspect positif de la chose. Oui. Et ensuite, lui dire, Bon, on peut améliorer. Donc, ok. on a quand même quelques pots de banane par-ci, par-là, mais écoute, il y a matière à faire. Donc, c'est de t'assurer que la personne a respecté ce qui était censé être fait. En parlant de chiffres, même, il y a une thématique sur laquelle je travaille. Je pense que quand je serai prêt, je vais revenir ici pour l'annoncer. Mais bon, tu peux nous lâcher l'information. Enfin, tu peux nous teaser ça et nous donner... Ça dépend, tu me laisses combien? On parle de combien? On parle de... Non, mais en fait, j'étais sur une réflexion depuis quelques années avec un ancien supérieur à moi que j'ai découvert en cabinet d'expertise. L'idée, c'était de voir aujourd'hui, concrètement, est-ce qu'il faut continuer à auditer seulement les chiffres? C'est la partie visible de l'iceberg. Absolument, pour moi. Et pour moi, qui est, si tu veux, cette appétence par rapport à la gestion de la fraude, je suis obligé de regarder l'homme. Parce que dans le fonctionnement de l'homme, dans sa façon de réagir, de se comporter, tu peux analyser des signes avant-coureurs qui vont te dire, ouais, attention, il faut quand même regarder parce que ce monsieur, il a un train de vie qui est excessivement comparativement au-dessus. à ce qu'il... Exactement. Ce monsieur, cette dame, elle est un tout petit peu trop sérieuse. Elle prend jamais de congé. Elle est tout le temps là, elle finit tard, elle veut pas se faire remplacer, oui. Enfin, je veux bien croire au mythe du super employé, mais pour moi, ça cache toujours quelque chose. Non, forcément, il y a toujours une anguille. Donc, on réfléchissait ensemble sur une thématique pour dire, est-ce qu'il faut auditer les hommes? Moi, je pense Est-ce qu'il faut pas aujourd'hui commencer à entrevoir, en fait, l'audit dans une forme de transversalité, où on regarde les chiffres d'un côté et on peut analyser les hommes de l'autre. Un sujet très intéressant, mais entre les deux, il y a une limite, c'est le respect de la vie privée. Donc, on va pas donner à caractère personnel. Donc, il y a, c'est entre, Ghislain, je regarde un peu ce que tu fais et je franchis en fait la ligne rouge du respect de la vie privée. Donc, il y a quand même un vrai sujet. Je pense qu'il y a matière à creuser ça et moi, c'est des sujets qui me passionnent. À chaque fois, je dis, par exemple, quand je donnais des cours aux étudiants, je dis, pour moi, la faille de sécurité ultime, c'est l'humain. Tu peux mettre n'importe quel outil de sécurité en place. Tant qu'il y a l'intervention humaine, à un moment donné, pour moi, ça reste le plus gros risque et c'est ce qu'il faut revoir le plus souvent, je veux dire. Selon toi, est-ce que le grand public sous-estime les risques, en fait, en général? Alors, est-ce que le grand public sous-estime? Non, je ne pense pas, sans porter atteinte à la capacité de mes collègues ou à la compétence compréhensive des uns des autres, mais je ne pense pas que nous minimisions les risques. Je pense plutôt que nous cherchons à optimiser la gestion des risques. En faisant quoi, par exemple? Par rapport à nos ressources. Je veux dire, si tu as une voiture qui vaut 20 millions, c'est normal que tu mettes en place un système de sécurité qui coûte 1 million et plus. On est d'accord, ça se comprend, c'est corrélatif. Mais lorsque tu protèges un bien que toi-même, tu n'évalues pas la bonne valeur. C'est un peu comme si tu avais un diamant, tu t'en rends pas compte. Quand tu mets ça tu mets ça dans un tiroir, tu fermes même pas la clé parce que tu connais pas la valeur de la chose. Donc, je pense qu'on a déjà un premier débat sur la valeur de ce que nous cherchons à protéger. Et ensuite, sur les moyens,
qu'on met en place pour les protéger. Okay. Donc, l'appréhension par rapport au risque, je pense que tout le monde l'a. Tu sais que si tu fermes la porte sur tes doigts, tu vas dire aïe. Forcément. Oui, maintenant, en fonction de la forme de la porte, son poids, tu sais si ton aïe, c'est un aïe de... ou si c'est un aïe qui te permet de t'évanouir. On va passer au dilemme. Tu me diras si tu es pour ou si tu es contre ce que je... Dilemme. Oui, on va passer au dilemme. Pour ou contre, d'accord? L'IA remplacera les auditeurs. Contre. Vous pouvez justifier? L'IA, aujourd'hui, l'IA reste un puissant outil d'analyse. Donc, qu'elle soit prédictive ou après, ça reste un puissant outil. Mais un outil n'est, je veux dire, à valeur ajoutée que quand il y a quelqu'un pour l'interpréter. C'est pas faux, c'est pas faux. Donc, l'IA ne pourra pas remplacer pour moi totalement l'humain. Ça deviendra juste un outil qu'on utilisera comme les autres. Mais attention, l'IA peut remplacer un groupe d'humains. Ça, c'est vrai. Donc, ça on est d'accord. On est d'accord. Donc, on est quand même sur du pour et contre. Mais je pense que la phrase telle que tu l'as faite, pour moi, c'est non, l'IA peut pas. Non. Ce serait trop dangereux, je pense. Trop dangereux. Dangereux. Deuxième dilemme, enfin c'est pas vraiment un dilemme, mais est-ce que la cybersécurité devrait être enseignée directement à l'école, enfin pas forcément le bas âge, mais à un niveau plus bas. Oui, de l'école, qu'il n'est actuellement. Complètement. Ok. Complètement. Ça devrait rejoindre même ECM et qu'on faisait plus jeune, complètement. Alors, est-ce qu'on accepte trop de surveillance sous le couvert de la sécurité? Je pense que parfois, on ne sait même pas qu'on est surveillé. Faut dire. Donc, est-ce que tu donnerais ton accord? Peut-être pas. Est-ce qu'on demande ton accord? Je ne pense pas. Je pense que tu as ta réponse. Voilà. Si tu devais qualifier ton travail, ce serait plus un travail du type rigoureux ou un travail du type créatif? Ça, c'est un dilemme. Mon travail, par essence, demande rigueur. Oui. Et objectivité, c'est quelque chose, si tu l'as ou tu l'as pas. On ne fait pas de compromis avec. Donc, pour moi, c'est une base. Okay. Par contre, aujourd'hui, dans notre monde actuel, si tu n'es pas créatif, tu n'avances pas. C'est vrai. Donc, est-ce que je vais choisir entre la base, le socle de mon métier et ce qui le fait avancer? Et là, tu me poses une question encore. Je pense qu'il y a moyen de cumuler les deux. Il y a clairement moyen de mettre la rigueur. Trouver un juste milieu entre les deux. Non, même pas de juste milieu, parce que la rigueur, pour moi, comme je le dis, c'est la base. Tu ne peux pas faire sans. Tu ne peux pas regarder les chiffres ou gérer les risques sans être rigoureux. Impossible. Par contre, si tu n'es pas créatif dans un monde qui est constamment en perpétuelle évolution, tu es largué, tu ne gères plus tes risques. Je vois. C'est une combinaison nécessaire, sine qua non, on va dire même. Est-ce que tu préfères prendre des risques plutôt que de jouer la sécurité? Je te surprends, moi, je manque de vigilance, comme Edgar Yves l'a dit. Je prends des risques, j'aime prendre des risques, parce que je pense qu'à un moment donné, il n'y a pas d'évolution sans prise de risque. Ouais, on a Galilée, Archimède et les autres qui nous ont précédés, qui ont pris des risques. Et il y a certains qui sont morts pour leur théorie, mais aujourd'hui, on est d'accord, la Terre est tout. Qu'ils avaient raison. Et oui, donc je pense qu'il n'y a pas d'avancée sans prise de risque, mais dans ma posture, on est obligé de parler de prise de risque mesurée ou contrôlée. Donc oui, je vais prendre des risques, mais voilà. Des risques calculés. Des risques calculés. Oui. Alors, dans votre métier, je reviens toujours à votre métier parce que mine de rien, c'est quelque chose d'extrêmement passionnant. Oui, en tout cas pour moi. Oui. Si tu n'aimes pas ton métier, bon, je ne sais pas ce que tu... écoute, c'est une parenthèse dans la parenthèse. Grosse parenthèse, du coup. Alors, est-ce que tu préfères décider avec ton intuition ou décider sur la base de données? Autrement dit, tu me demandes si je vais au pif ou si je calcule avant. C'est exactement ça. J'ai souvent foi à mon intuition. Ok. Mais ma petite expérience m'a montré que on ne peut pas se baser uniquement sur son intuition. C'est pas factuel, c'est pas... Oui, donc bien souvent, même quand tu es très fort, ton intuition peut te dire oui, 80%. Donc quand tu prends un optimum de Pareto, 80-20, il y a quand même une marge de manœuvre. Donc je pense que il faut aller avec l'intuition, mais en regardant si, on a quand même borné un peu les choses. Ok. Donc, moi, je suis de ceux qui pensent que c'est pas forcément noir ou blanc. Oui. Donc, le système binaire qu'on enseigne,
C'est pas vraiment ça. Non, c'est pas ma théorie. C'est pas ma théorie. Je pense que parfois on a un peu de gris. Oui. Parfois on a plus de noir. La majorité du temps, on a du gris. C'est ça. Donc, quand on demande à quelqu'un de choisir noir-blanc, c'est difficile. Mais je n'aime pas la théorie de la neutralité. Je vois. Je n'y crois pas. Revenons sur la prise de risque. Est-ce que vous pouvez nous parler du prochain risque que vous vous apprêtez à prendre? Mon grand-père a appris à ne pas annoncer les grands coups. Là, si ce coup, je ne vais pas manquer de vigilance. Ok. Non, mais oui, de façon, pour rigoler, mais je veux dire, prochain risque que je m'apprête à prendre sur le plan technique, c'est un projet sur lequel on travaille sur le plan réglementaire depuis quelques années. Donc, je vais me faire le plaisir de challenger ça. Donc, c'est pile ou face. Hein. Soit tu prends bien ton risque, ça passe, tu deviens le héros, soit tu passes à zéro. Hein. Tu fais comme Brahim Diaz, quoi. Ouais, mais moi, je n'aurais pas tenté la panenka. Frapper en pleine lumière. Puissante, frappe précise et concise. Je n'aurais pas tenté la panenka. En tout cas, mais je respecte énormément le fait qu'il ait... le culot qu'il a eu. Oui, quand même, il faut respecter. Parce qu'en fait, s'il avait réussi, on l'aurait traité en... Non, et on l'aurait adulé. Comme Zidane. Depuis 50 ans, on attend ça. Ok, d'accord, il serait le héros de tout un peuple. Mais maintenant qu'il a foiré, il se fait lyncher par tout le monde. Ouais, mais je pense... je sais pas si tu aimes le foot. Moi, très passionné de foot. Je pense qu'il faut respecter le fait qu'il ait osé. Non, il a osé, mais quand tu oses, il faut bien faire les choses. Ouais, tu fais pas les choses à moitié. Non, je pense qu'il a pas fait à moitié, mais il est tombé dans la partie de la probabilité où c'était un échec, en fait. Le truc, c'est, si tu veux faire une panenka, fais-la bien jusqu'au bout. Tu fais pas une frappe molle comme ça. Bon, restons dans le domaine du foot. Est-ce que vous avez une équipe préférée? Vous êtes team Madrid, PSG, Barça? Ouais, il y a quelques années, j'écoutais un avocat faire une déclaration en Lausanne, en Suisse. Il disait, moi je suis supporter du Grand Barça et non de l'autre club. Je vois de qui il veut parler. Ouais. Moi je suis catalan, à vie. En tant que multi-certifié dans votre domaine, tout ce que vous voulez. Parce qu'on est d'accord que vous avez... tu as énormément de certifications. C'est nécessaire pour travailler là où je travaille. Qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune qui vient d'arriver à l'université, qui vient d'arriver dans une université de la place, pas forcément à l'étranger, un jeune dans la vingtaine qui vient d'arriver dans une université et qui se challenge d'à peu près faire comme toi? Qu'est-ce que tu lui dirais? Enfin, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Je pense que chacun a un parcours un peu différent en fonction des réalités qu'il vit et de l'environnement dans lequel il évolue. Oui. Mais si je devais lui donner un conseil, si je peux me permettre, je pense très sincèrement que je lui donnerais le même conseil que mon père m'a donné. C'est-à-dire, si tu veux être coiffeur, ok, mais tu dois être le meilleur des coiffeurs. Je vois. Tu es devenu le coiffeur du roi. J'adore. Très bon conseil. Et moi, je pense très sincèrement qu'en fait, on ne gagne pas à être dans la moyenne. Jamais. Il faut taper le haut du tableau. Il faut que tu sois remarquable. C'est pire. Et tu faisais allusion à la série américaine Suits. Moi, je fais allusion à la série Scandale. Dans Scandale, il y a un épisode où le père d'Olivia Pope parle à Olivia. Il lui dit, attention, tu n'as pas le droit de faire des erreurs parce que toi, tu es obligé de faire 2 fois plus qu'eux pour avoir la moitié de ce qu'ils ont. Ce qui veut dire qu'il faut que tu fasses 4 fois plus. Exact. Ça veut clairement dire tout. Donc pour moi aujourd'hui, conseil, tape le haut du tableau. Il faut te faire remarquer, il faut te démarquer, il faut que tu sois mis en exergue, il faut qu'on sente que oui, il y a une pépite là. D'accord? Mais si tu es dans la moyenne... Si tu fais comme les autres, il n'y a pas de différence. On est trop nombreux en fait, on est trop nombreux. Aujourd'hui, regardez, il y a quelques années, avoir le BTS c'était quelque chose, la licence c'était quelque chose, le master c'était... Voilà. Aujourd'hui, tu as des jeunes diplômés, la vingtaine, à peine la trentaine, 2 fois master, MBA, doctorat parfois. Il y en a qui partent directement après la thèse en SP. Donc, on est quand même sur un environnement très mouvant où tu ne peux pas te contenter de la moyenne. Non, Désolé. Être moyen, écoutez-moi, être moyen, c'est pas suffisant. Non, c'est pas suffisant. Il faut être plus qu'excellent. Et moi, je veux même te faire une phrase. Tu vas garder.
dans les annales. Effectivement. Si tu es moyen, tu n'auras pas les moyens. Ça, c'est une pépite, on vient de vous donner comme ça. C'est clairement ça. Et puis après, il faut comprendre que quelqu'un qui a fait de grandes écoles, Oui. HEC, Sorbonne, Oxford, Cambridge, etc., tu ne peux pas compétir avec lui si tu ne tapes pas dans le haut du tableau. Non, c'est pas possible. Parce que déjà, pour arriver à leur niveau, Non, il faut que tu sois bon Il faut que tu sois très bon. et en sortir. Oui, avoir une certaine culture, développer des aptitudes. Oui. Ouais. Moi, je ne veux pas être le faire valoir des critiques par rapport à notre système pédagogique, mais moi, j'ai un problème. J'ai un problème quand on a des étudiants en informatique, en génie, support, machin, etc. Je ne connais pas forcément la filière, mais qui ne pratiquent pas jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Ça me pose un problème. On est d'accord? Je suis totalement d'accord. Oui. En fait, je pense qu'il faut foncièrement réformer depuis la base notre système pédagogique. Oui, mais la bonne question, c'est quand? C'est comment? En vrai, c'est comment? Parce qu'on a plusieurs problèmes qui sont multifacettes. Oui. Donc, tu veux résoudre le problème qu'il y a ici, tu en crées un autre là. Oui. Et donc, on est quand même, je pense, hein, comme le dit mon grand-père, paix à son âme, il n'y a pas d'école où on forme pour devenir président, où on forme pour devenir dirigeant X. C'est qu'on te montre des aptitudes, tu apprends des choses, tu acquiers des compétences, et à un moment donné, on te demande d'utiliser ta jugeote. Et donc, c'est ça. Mais conseil à un jeune aujourd'hui, clairement, sois pas dans la moyenne, c'est pas possible. Ce n'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Et je vous donne une petite anecdote. Un jour, je vais voir une amie qui est responsable de recrutement pour une grosse institution. Je suis obligé de taire le nom. On va pas donner de... Secret professionnel oblige aussi, et respect de la vie privée, parce que notre échange était privé, pour solliciter un stage pour une connaissance. Donc elle me dit, David, c'est bien, t'es gentil, mais il faut que je te dise la vérité aujourd'hui. Je dis, oui, vas-y. Elle dit, je suis dans son bureau et elle me montre une pile de dossiers. Elle me dit, écoute, prends n'importe lequel des CV de la pile. Moi, je joue le jeu. Moi, tu sais que je manque de vigilance. Et donc, j'y vais au feeling. Oui. Je farfouille, etc. Je fais fouiller. Je sors un CV. Elle dit, ouvre. Donc, j'ouvre, je regarde. Donc, on a quelqu'un, d'accord, qui a fait mine, Paris. D'accord. Qui a fait internship, etc. à Londres. Qui s'est promené un peu Copenhague par ici, Chine par là. D'accord. Donc, moi, je suis impressionné par le CV. Il y a de quoi. Tu comprends? Il y a de quoi. Je dis, OK. Et elle m'explique que c'est la pile des CV recalés. Non. Si. Donc, on n'est pas sur un film. Attends, pause. Si ça, c'est les CV recalés. Oui. C'est quoi les CV sélectionnés? Du coup, moi, je n'ai pas fini ma phrase avec ma sollicitation pour le stage. Ça pose un double problème. Bah oui. Le premier problème pour moi, c'est que je ne sais pas comment est-ce qu'on fait pour demander à des personnes qui sortent de formation, fraîchement diplômées, d'accord, d'acquérir 2 ans, 3 ans, 4 ans d'expérience, si on n'offre pas la possibilité de stage. Ça, c'est vrai. C'est un problème réel. Je touche du doigt les choses. Moi, je suis concret. Je ferme cette parenthèse. Ensuite, comment tu peux sortir de EPP Zobrugan? J'ai beaucoup de respect pour EPP Zobrugan. Je veux dire, c'est juste un exemple. Mais EPP Zobrugan et compétir avec des gens qui ont fait MIT. Des gens qui ont fait London Business School. Des gens qui ont fait Oxford, Cambridge. Au-delà de la réputation du nom, je parle de la qualité de la formation. Moi, je me rappelle, un titre d'exemple, anecdote encore une fois, nous étions sur le recrutement d'un assistant comptable. Excel. La base. La dinguerie, base. Je ne te parle pas de traitement de base de données. Je ne te parle pas de macro. Excel. On demande au candidat de faire une analyse sur la base d'un tableau croisé dynamique, TCD. Les trucs élémentaires, on est d'accord. On est d'accord. Je vois des candidats. What is it? Like how?
Et si toi, candidat, tu me demandes c'est quoi un TCD, Ah, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? C'est compliqué, hein? Comme dirait quelqu'un, c'est difficile. Hein? Mais, enfin, un peu plus sérieusement, comment on fait? Comment on fait? Sont sérieux. Et vous voyez que dans ces conditions-là, ce candidat, clairement, il va compétir pour un poste, peut-être à l'international, peut-être au national, pour une grosse compagnie. Oui. Et il affronte des gens qui utilisent Excel depuis leur première année. Une première année, même moi, je ne veux pas aller loin. Depuis la première année. À quel moment est-ce que tu peux faire le même traitement que cette personne-là? Jamais. Tu n'as pas l'expérience qu'ils ont, tu n'as pas les réflexes, tu n'as pas les raccourcis. Et tu sais, le cas d'Excel est un cas qui est marrant pour moi parce qu'en réalité, ce qu'on pondère, c'est ton aptitude à atteindre rapidement tes objectifs. C'est tout. Tu mets 2 heures à traiter un fichier. Le gars, il te fait 2 clics, il a mis sa formule, c'est fini. Il est parti. Genre, tu peux faire 100 fois parce que il y a pas match, tu vois. Donc ces deux problématiques là par rapport à ta question me font réfléchir et m'interpellent. Je me dis David, il y a quand même matière à faire quelque chose. Effectivement. Et c'est pour ça que toi, dans ta présentation, tu as parlé de mentorat, tu as parlé de... C'est des choses qui me tiennent à cœur. Moi, j'aime transmettre. Peut-être c'est une vocation, peut-être c'est un don. Tu l'appelles comme tu veux. Mais c'est quelque chose qui me passionne. Parce que je suis profondément partisan du panafricanisme. Oui. Je suis de ceux qui croient dans les compétences et au talent de l'Africain. Oui. Mais pour que ça se fasse, il faut qu'on minimum nous soit sérieux. Il faut qu'on se donne les moyens de pouvoir réussir. Il faut qu'on se donne les moyens. Et moi, je pense qu'on ne doit pas repartir depuis zéro, parce qu'on est dans un monde qui avance très vite. Trop vite. Et mettons directement au niveau de ceux qui sont en train de compétir avec nous. Oui. Il faut qu'on se mette directement à leur niveau. S'il faut copier ce qu'ils font, genre du niveau pédagogique, je reste là-dedans. Il faut tricher intelligemment. Trichons intelligemment. Absolument. Adaptons ça à chez nous et évoluons très vite. Nous sommes dans un monde où les jeunes d'aujourd'hui, les smartphones, les ordinateurs, absolument tout, ils naissent avec. Du coup, c'est extrêmement facile pour eux. Mais je trouve que c'est une dinguerie d'arriver à l'université avant de commencer Excel. Mais soyons pragmatiques. Oui. Soyons pragmatiques. On a un retard qu'il faut combler, qu'il faut rattraper. Oui. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais ça ne va pas se faire non plus si on n'y sait pas. Voilà. Si on ne met pas la main à la pâte, comme un restaurant que je connais bien, il faut... On ne va pas faire de publicité. Oui, mais il faut mettre la main à la pâte. Il faut vraiment qu'on s'active et je trouve que c'est dommage. Oui. Aujourd'hui, tu as des cours en ligne, tu as des formations qui sont même certifiantes, qui sont gratuites. Je voulais venir sur ce point-là. C'est dommage. Tu as énormément de formations en ligne. Oui, tu peux apprendre absolument n'importe quelle compétence en ligne aujourd'hui. Si. Et on est là. Les tarifs défiant toute concurrence. tu apprends des trucs qui te servent pour la vie. Parce que une fois que tu apprends une compétence, c'est pour toi. Personne ne viendra te retirer ça. À des prix défiants. Pour une bouchée de pain, tu peux apprendre une compétence pour le prix d'un café, actuellement. Bon, on va pas aller jusque-là, mais après, il faut comprendre que plus la formation va peser dans ton CV, dans ton parcours, plus elle va coûter cher. Il faut investir en soi, comme on dit. Il faut investir en soi, il faut investir dans sa formation. Tu parlais de certificats, c'est des nuits blanches à faire plusieurs stages, à aller chez... Elle a dit en fin d'année pour faire son inventaire, juste histoire de collecter un peu de fonds pour financer tes études. Tu vois. Aujourd'hui, ces formations-là, ces certifications ont un coût. C'est réel. Oui. Et c'est un coût qui n'est pas forcément accessible à tout le monde. C'est réel aussi. Je suis d'accord avec ça. Mais empêcherait en fait à ne pas essayer. Oui. Et je trouve que le palliatif, en fait, à ces certifications qui coûtent cher, ce sont justement ces formations, ces certifications qui sont en ligne et qui sont quasiment gratuites. Je dis bien quasiment gratuites parce qu'au moins, il faut que tu aies la connexion Internet et que tu puisses avoir le temps matériel. Mais encore que, il faudrait que chacun ait envie. C'est une question de volonté. C'est une question d'engagement. Si tu veux, comment mine de rien, cette expression, elle est quand même. Si tu veux, tu peux. Elle est profonde. Si tu veux vraiment, on ne dit pas que ce sera facile. Personne ne dit que ce sera facile, mais si tu veux vraiment, tu peux. Je vais même te citer quelqu'un que j'aime bien, un de mes mentors, Monsieur Roger Mifetou. Il dit, vouloir, c'est pouvoir,
et il complète, il sait faire. Bah oui. Donc tu restes pas dans l'imagerie, on n'est pas dans la Non. caverne de Platon, d'accord? Mais à partir du moment où tu visualises la chose, tu Oui. sais, oui, je veux cette chose-là, je l'appelle à la réalité. Mhm. Il faut agir, il faut agir, il faut agir. Et moi, c'est mon credo. Je vois. Je veux quelque chose, je taffe pour l'obtenir. Ça peut prendre du temps, Oui. ça doit prendre Prendre du du temps. mais on va y arriver. C'est ça la morale de l'histoire. Même si ça prend du temps, donnez-vous les moyens de réaliser ce que vous voulez faire. Absolument. Tu vas regarder dans cette caméra qui est juste là Ok? et donner un conseil à quelqu'un qui nous regarde actuellement, où il est dans sa vie, s'il veut réussir, s'il veut devenir quelque chose, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais, fais pas forcément comme moi. Hein. Chacun sa voix. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Chacun sa voix. Mais ce que je lui dirais très sincèrement, du fond de cœur, c'est deux choses. Ok. Un, sors de ta zone de confort parce qu'on ne grandit pas en restant dans sa zone de confort. Et deux, investis en toi-même. Personne ne peut le faire mieux que toi-même. Et ça, je finis avec ça, ce sera mon mot de fin. Merci. Merci beaucoup David Fourier. Merci à toi. Merci d'avoir passé du temps avec nous. Merci pour tes conseils. Merci pour Ah, cette écoute, entrevue. j'ai manqué de vigilance. La manqué. prochaine fois, tu ne manqueras pas de vigilance. Non, la prochaine fois, je ne manquerai pas de vigilance. Et on espère te revoir très bientôt ici avec nous pour de nouvelles choses. Avec grand plus de plaisir. partage. Avec grand plaisir. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci, à la prochaine. Ciao, ciao.